Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ordre du jour chargé pour le Conseil des ministres qui s'est réuni ce matin à l'Élysée sous la présidence de M. Georges Pompidou. Décision prise, le SMIC est porté à 5 francs 20 de l'heure. Ordre nouveau et la Ligue communiste sont dissous. Le président de la République est intervenu pour parler de ses rencontres avec M. Brandt et Brejnev. Il a d'autre part insisté sur l'importance du marché commun agricole. Il a également parlé de la défense de la France. À ce sujet, je signale qu'un livre blanc sur la force de dissuasion nucléaire française vient d'être publié. Nous en reparlerons tout à l'heure. C'est le ministre de l'Intérieur, M. Raymond Marcellin, qui a fait approuver la dissolution des mouvements Ligue communiste et Ordre nouveau. Leurs dirigeants seront poursuivis. M. Marcellin a rappelé les violents affrontements du 21 juin dernier survenus à l'occasion d'une réunion organisée par Ordre nouveau à Paris et d'une contre-manifestation de la Ligue communiste. Les raisons de cette décision. M. Marcellin a relaté les événements du 21 juin dernier et le Conseil des ministres l'a écouté dans une atmosphère de gravité et de sérieux. Il y a eu de véritables combats de rue faits par des organisations qui étaient organisées de façon militaire. Il y a eu des tentatives d'assassinat contre des policiers. En effet, deux fourgons de police qui accomplissaient des tâches humanitaires, puisque l'un transportait un blessé et l'autre transportait un malade, fourgons de police qui ne participaient pas au maintien de l'ordre ont été attaqués et on a lancé des cocktails Molotov. À ce sujet, d'ailleurs, il convient de dire qu'il est difficile de trouver dans n'importe quel pays au monde une police qui ait le sang-froid de la police française, puisque ces policiers, attaqués en état de légitime défense, n'ont pas fait usage de leurs armes. Cela, je crois, méritait d'être signalé à l'opinion publique. En tout cas, le gouvernement va demander à ce que le parquet général, auprès de la Cour de sûreté de l'État, entame des poursuites contre les chefs de ces organisations. La Ligue communiste, au départ des dissidents des jeunesses communistes, des trotskistes, du courant franquiste, représentés dès 1966 à la fameuse conférence tricontinentale de la Havane. Leur théoricien, le Belge Mandel, se fera remarquer par son lyrisme sur les toutes premières barricades de mai 68. Les JCR, Jeunesse communiste révolutionnaire, dissoutes dès juin, donneront plus tard naissance à la Ligue communiste. Un journal rouge, un orateur de choc, Alain Krivine, candidat, qui ne s'en souvient, à la présidence de la République. Selon la préfecture de police, les adhérents du mouvement de M. Krivine étaient au nombre de 2000 en 68. Erreur manifeste, dit Alain Krivine, nous n'étions que 1500. Nul doute que depuis, la Ligue n'ait su recruter et surtout entraîner son service d'ordre. La semaine dernière, au soir du 21 juin, rue Monge, la force offensive des assaillants des barrages de police, principalement entraînée par la Ligue communiste, a impressionné par sa mobilité, sa virulence, son sens de la guérilla urbaine. À Ordre nouveau aussi, on n'a pas voulu demeurer en reste en fait de service d'ordre. Ce mouvement hérita sa croix celtique d'Occident, formation dissoute. Il n'a jamais dissimulé qu'il rêvait d'égaler les succès du MSI, le mouvement social italien de Giorgio Almirante. Même symbole, même mystique, même tentative de rassemblement au nom de la droite nationale. D'où la participation d'Ordre nouveau comme l'une des composantes du Front national de Jean-Marie Le Pen. Le but d'Ordre nouveau, faire sortir la droite extra-parlementaire de son ghetto, sensibiliser l'opinion par des campagnes comme celle menée sur le thème de l'immigration sauvage. Et enfin, contrer le gauchisme sur le terrain de la lutte quotidienne. Revenons au Conseil des ministres de ce matin. C'est le Premier ministre, M. Pierre Messmer, qui a lui-même présenté la proposition de relèvement du SMIC, cette augmentation faisant partie des mesures annoncées avant les élections à Provins. Il n'y aura donc plus de salaire inférieur à 1000 francs pour 43h40 de travail hebdomadaire. Le ministre du Travail tenait une conférence de presse cet après-midi où il fut bien sûr question de cette augmentation du SMIC. Le gouvernement a en effet décidé de porter le niveau du SMIC à 5 francs 20 l'heure, ce qui signifie d'abord qu'il tient les promesses faites par le Premier ministre d'agir en sorte qu'à dater du 1er juillet, il n'y ait aucun salaire
inférieur à 1 000 francs par mois sur la base de la durée moyenne horaire effective du travail qui est, comme l'ont calculé mes services, de 43 heures et demie. Oui, on est tout de même loin encore de ce que demandent les syndicats. Écoutez, nous sommes encore loin évidemment de ce que demandent les syndicats, mais permettez-moi de dire que le rôle des syndicats est évidemment de demander, c'est-à-dire d'être en avance d'une ou plusieurs étapes sur ce que peuvent faire ceux qui ont la responsabilité de l'ensemble de l'économie française et qui sont préoccupés non seulement par le sort des travailleurs, mais aussi par cette poussée inflationniste que nous connaissons et qui risquerait de se retourner contre l'intérêt même des travailleurs. Et je veux dire que cette augmentation, jointe à toute une série de mesures, et notamment l'augmentation de l'allocation vieillesse à laquelle il va être procédé, montre bien la volonté du gouvernement de venir d'abord en aide aux catégories les plus déshéritées, comme l'avait annoncé le Premier ministre dans sa déclaration gouvernementale, et comme l'avait annoncé également le Président de la République dans son message au Parlement. Je dois dire que cette augmentation est tout de même très importante, elle est beaucoup plus importante que celle qui résulterait de l'application stricte de la loi pour l'année de l'ordre de 21%, ce qui, vous en conviendrez, est très important. Une première prise de position après l'augmentation du SMIC. Le syndicat de Force ouvrière juge la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, je cite, d'autant plus insuffisante que la hausse des prix atteint un niveau très élevé qui affecte particulièrement le pouvoir d'achat des petits salariés. Poursuivant sa série d'invitations à déjeuner des groupes parlementaires, M. Georges Pompidou recevait aujourd'hui pour la première fois des représentants de l'opposition. Les réformateurs ont eu droit au même menu que les centristes de la majorité, veau aux carottes. Pour les 30 députés réformateurs sur les 34 que comporte le groupe, ce fut un déjeuner-débat qui se déroula dans une ambiance très détendue. M. Durafour, le président du groupe, devait dire à la sortie de l'Élysée: le président et nous avons échangé des idées sans vouloir nous convaincre. Le président souhaitait nous entendre. Pour lui, il s'agissait d'écouter les représentants de 3 millions de Français. Alors nous avons abordé bien sûr le problème de la réforme constitutionnelle. Nous avons échangé des idées. Comme bien vous l'imaginez, il n'était pas pour nous question d'être convaincus ou de convaincre le président de la République. Il s'agissait simplement d'échanger des idées. Nous avons parlé de l'Europe. Et nous avons également dit au président de la République combien nous souhaitions que le Parlement puisse remplir pleinement son rôle et que nous ne recommencions pas une prochaine session comme celle-ci où pendant 2 mois finalement l'Assemblée nationale a été un grand moulin qui n'a pas pu moudre le moindre grain. Et le Premier ministre d'ailleurs qui était présent a reconnu très volontiers qu'effectivement le début de session n'avait pas été particulièrement efficace. Est-ce que vous avez parlé de la réforme présidentielle, la réforme? Oui, bien sûr, nous avons évoqué le problème de la réforme constitutionnelle et nous avons rappelé d'ailleurs quelle était pour nous la véritable solution, c'est-à-dire un régime présidentiel dans lequel le président de la République serait élu effectivement pour 5 ans, avec la coïncidence des dates en ce qui concerne l'élection du président de la République et de l'Assemblée nationale, et bien sûr, avec comme contrepartie du pouvoir du président de la République dans un système présidentiel, l'impossibilité de dissoudre le Parlement. Avez-vous parlé de Jean-Jacques Servan-Schreiber, ou plutôt des absents, puisqu'il n'était pas le seul? Il n'en a pas été fait mention. Même pas par allusion. Même pas par allusion. M. Pompidou a dit son intention d'inviter prochainement à l'Élysée le groupe socialiste. Les travaux des 2 journées de réflexion des élus républicains indépendants ont commencé ce matin à Vincennes. La première journée se terminera ce soir par une fête au cirque Jean Richard. Demain après-midi, discours de M. Giscard d'Estaing. À la rencontre de la France, une réflexion non-stop que se sont imposés les républicains indépendants avant d'aborder en septembre les élections cantonales. C'est en fait pour les élus de ce mouvement l'occasion de faire le point dans de nombreux domaines. Et pour cela, plusieurs personnalités non politiques devaient prendre la parole cet après-midi. Le cardinal Danielou, le pasteur Grenier, M. François Dalle, Lanzo Del Vasta, Richard Dupuis, le grand maître de la Grande Loge et bien d'autres sont venus apporter des éléments d'appréciation sur la foi d'entreprendre, la liberté, la recherche, l'art, la culture et la religion. Mais ce matin, on a aussi parlé politique à huis clos. Michel Dornano, Jean-Pierre Soisson et Roger Chinot
ont annoncé une étape nouvelle pour leur mouvement, celle de l'organisation. 3 points, les Républicains indépendants vont s'installer dans les 8 ou 10 départements où il n'existe encore aucune fédération. La mise en place d'un véritable gouvernement des Républicains indépendants décentralisé régionalement va être étudiée lors d'un prochain bureau politique. Quant au cantonal, les Républicains indépendants ont décidé d'être le pôle d'attraction de ceux que le président de la République a appelés tous les autres, exception faite, bien sûr, des marxistes. Demain, 2 discours attendus, celui de M. Poniatowski le matin, celui de M. Giscard d'Estaing sur la politique générale l'après-midi. Attentat ou accident, explosion ce matin à 11 h à Paris d'une bombe dans la voiture d'une personnalité algérienne. M. Mohamed Boudia a été tué par l'explosion. On ne sait pas encore si M. Boudia transportait lui-même l'engin qui a fait explosion dans sa voiture ou s'il a été victime d'un attentat. En tout cas, dans les milieux arabes de Paris, on estime que M. Boudia, partisan de la cause palestinienne, a été victime des services secrets israéliens, comme 2 autres personnalités de la résistance avant lui, assassinées en France cette année. La voiture de Mohamed Boudia était en stationnement devant la faculté des sciences de La Halle-aux Vins. Et c'est au moment où ce dernier a mis le contact que l'explosion s'est produite. Il était alors un peu plus de 11 h. Apparemment, la bombe reliée au démarreur a été mise en place par des spécialistes, car les voitures proches de la R16 n'ont subi aucun dégât. Seul l'intérieur de la Renault a été entièrement dévasté par la déflagration, tuant le conducteur sur le coup. Cette jeune fille qui, semble-t-il, vivait avec la victime aidera sans doute les policiers dans leur enquête. Attentat politique, règlement de compte ou peut-être même fonctionnement prématuré d'un engin explosif. Pour répondre à toutes ces questions, il faudra sans doute fouiller plus avant dans le passé et surtout dans la personnalité de la victime, qui était recherchée par la police italienne après l'incendie du terminal pétrolier de Trieste et par les autorités suisses qui lui reprochaient d'avoir aidé un groupe de fédéines. Mais M. Boudia était également connu dans les milieux culturels comme un homme de théâtre de grand talent. En 1967 déjà, il avait été victime d'un attentat. Il est mort ce matin à Paris à l'âge de 41 ans. Revenons encore une fois au Conseil des ministres de ce matin, où le président de la République a fait un exposé sur les 2 rencontres qu'il a eues avec M. Brandt d'abord et avec M. Brejnev ensuite. M. Pompidou a parlé également du marché commun agricole, qui est ce qu'il y a de plus solide dans l'Europe des 9, a-t-il dit. M. Pompidou s'est félicité du développement de l'agriculture française, qui est la conséquence du marché commun agricole. Et il a dit que ce développement de notre agriculture doit être une source de richesse pour notre pays. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il convient que le marché commun agricole vende ses produits agricoles à des pays qui sont des pays solvables, des pays riches, vendent ses produits au juste prix et non pas à des taux inférieurs comme cela s'était fait récemment pour certains pays. Par contre, le surplus de notre production doit nous permettre des tâches humanitaires. Il y a de par le monde 1,5 milliard d'êtres humains qui sont mal nourris, qui ne mangent pas à leur faim. Eh bien, pour cela, le marché commun agricole et la France a une vocation humanitaire. Nous devons de les aider à vivre. L'agriculture est un des domaines dans lesquels le marché commun fonctionne le mieux. Pour ce qui est de l'inflation, les Européens ont été incapables de faire jusqu'à présent quoi que ce soit pour la maîtriser. C'est ce qu'ont constaté aujourd'hui les ministres des Finances de l'Europe réunis à Luxembourg avant de se mettre d'accord sur des mesures plus énergiques. Les négociations sur une réduction mutuelle des forces en Europe, appelées également MBFR, s'ouvriront à Vienne le 30 octobre de cette année. On sait que la France, fidèle à son opposition aux négociations de bloc à bloc, n'y participera pas. Récemment, à l'Assemblée nationale, M. Jobert avait dit qu'un désarmement pourrait créer un vide dangereux en Europe et qu'il n'y avait pas de sécurité sans défense. Le ministre français des Affaires étrangères s'entretindra de ces questions demain avec le président Nixon qui le recevra dans sa villa de Californie. M. Jobert sera également l'invité de M. Kissinger et regagnera Paris samedi. Il serait porteur d'un message du président Pompidou pour le président Nixon. Élection en Irlande du Nord, 1 million d'Irlandais ont voté aujourd'hui pour élire une assemblée provinciale. À cause du système compliqué de représentation proportionnelle, les résultats ne seront pas connus avant samedi ou peut-être même lundi. Un reportage de nos envoyés spéciaux. Les 16 500 soldats britanniques chargés du maintien de l'ordre et toutes les forces de police ont été toute la journée en état d'alerte. Comme lors du récent référendum, ce sont des policiers qui ont été chargés d'amener les urnes dans les bureaux de vote.
Les hommes étaient accompagnés par l'armée et toute la matinée, depuis hier minuit, on a entendu le bruit des blindés dans un Belfast calme, trop calme. Et pourtant, l'orage n'a pas éclaté. Peu d'incidents ont marqué cette journée et la participation au scrutin devrait être assez forte. En dehors du meurtre de Paddy Wilson, crime politique ou passionnel, on s'interroge encore, ces 3 derniers jours de campagne se sont déroulés dans le calme. Deux partis principaux se sont affrontés, tous deux protestants. D'un côté les unionistes, de l'autre les loyalistes. Le champion de ces derniers est incontestablement Ian Paisley, un pasteur dont la couleur politique change aussi rapidement que le temps sur la ville de Belfast. Pour ces élections, Paisley est redevenu cet homme fort en gueule que tous les enfants adorent. Ce côté rassurant pour une partie de la population protestante est considéré d'un œil assez critique par le gouvernement anglais. Tout au long de cette campagne, Paisley n'a pas épargné la politique anglaise vis-à-vis de l'Ulster. Beaucoup plus calme est Roy Bradford. Cet homme de 45 ans, ancien disque jockey, est l'un des leaders du parti unioniste de Brian Faulkner, un parti qui devrait arriver largement en tête. Roy Bradford, quant à lui, tout en conservant son sens de l'humour, demeure sceptique quant à l'avenir de la nouvelle Assemblée. Elle veut savoir qu'est-ce que vous autres Français pensent d'une élection ici en Irlande du Nord. Moi, j'ai répondu, ils sont fascinés. So, no, I'm just explaining. À mon avis, la question, si cette Assemblée réussira ou non, ça dépend totalement de la bonne volonté, n'est-ce pas, des catholiques de l'un côté et des protestants de l'autre côté, c'est-à-dire des députés protestants et des députés catholiques. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, c'est un peu kiff-kiff. Je ne suis pas certain que ça va réussir. Eh bien, nous verrons bien au début de la semaine prochaine. Les premiers départs en vacances sont pour demain. Les plus importants auront lieu samedi et lundi. C'est sur les routes et les autoroutes menant aux plages que l'on rencontrera, bien sûr, la circulation la plus dense. Il devrait néanmoins y avoir moins de bouchons que l'an dernier, car plusieurs itinéraires ont été améliorés. Mais il n'y a pas encore d'autoroute vers l'Espagne et les gros bouchons aux frontières ne pourront pas être évités totalement. L'opération Languedoc-Roussillon devrait en tout cas améliorer les choses. Metz, 25 juin, 10h30, une étape sur la route des vacances vers l'Espagne. Des vacances qui s'annoncent mal, en juger par ce spectacle. 500 mètres de bouchons déjà avant les grands départs. Ce qui veut dire que dans 2 ou 3 jours, ces 500 mètres vont grandir et se transformer en plusieurs kilomètres de retenue. Bien sûr, si vous vous entêtez et si vous avez plusieurs heures de soleil à perdre, continuez à rouler au pas sans tenir compte de ces nouveaux panneaux de signalisation variables. Ces panneaux sont là pour vous signaler les bouchons qui se forment chaque année aux mêmes endroits, notamment à Metz, à Pézenas, à Sigan, à Perpignan, au Boulou et au Pertus, soit 24% de l'ensemble total des bouchons enregistrés en France, en dehors de la région parisienne. Cette année, les services de l'équipement, de la gendarmerie et de la police ont mis en place l'opération Languedoc-Roussillon. Son objet est d'utiliser au mieux les capacités offertes par l'itinéraire principal et de profiter au maximum des ressources d'un réseau secondaire peu dense. Pour connaître l'état du trafic, un ordinateur placé à Marseille interroge toutes les 6 minutes, l'un après l'autre, 13 points répartis sur l'ensemble du réseau. Ces mesures sont recueillies par des capteurs dissimulés dans la route et portent sur le nombre de véhicules par heure et sur le taux d'occupation de la chaussée. À partir d'un certain seuil de débit, l'ordinateur décide de délester. Il envoie un signal et les panneaux se positionnent pour indiquer aux usagers l'itinéraire de délestage. Le PC de l'opération est à Narbonne et il utilise les données fournies par l'ordinateur marseillais au moyen d'un réseau de lignes téléphoniques et de liaisons hertziennes. Les itinéraires de délestage comme celui-ci sont fléchés en jaune et sont parfaitement dégagés. Ils permettent d'éviter un ou plusieurs bouchons sans perte de temps. Mais il est bien évident que cette année encore, il ne faut pas s'attendre à des miracles. L'ordinateur va réduire la longueur des bouchons, sans toutefois, du moins dans les conditions actuelles, pouvoir les supprimer totalement.
Mais un exemple est à méditer. Pendant les grands départs, les 90 km du trajet Narbonne-Le Perthus s'effectuent en 5 heures par la Nationale 9. Par le délestage, il s'effectuera maintenant en 2h30. Les syndicats des postiers britanniques ont décidé de bloquer le courrier avec la France pendant une semaine à partir du samedi 30 juin pour protester contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. D'autres syndicats britanniques pourraient se joindre au mouvement. Dans un livre blanc publié ce soir, le gouvernement français expose ses arguments pour poursuivre la mise au point de l'armement nucléaire. Vous avez ce livre blanc en main. Oui, voici ce livre blanc, il a 115 pages avec ses annexes. Le choix du moment pour la parution de ce document, a expliqué cet après-midi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, est sans rapport avec la conclusion des accords entre l'URSS et les États-Unis. Le gouvernement français affirme en particulier dans ce livre blanc que les campagnes d'hostilité menées contre les expériences nucléaires françaises ne sont fondées juridiquement sur aucune règle du droit international. On peut y lire aussi « La question reste posée de savoir si les manifestations organisées contre nos expériences nucléaires n'ont pas d'autre mobile que le souci de l'environnement absolument préservé, dit le livre blanc, ou des normes de droit international absolument respectées. À l'origine de certaines campagnes, interroge le gouvernement français, n'y aurait-il pas le désir de gêner notre politique de défense et de contrarier notre volonté d'indépendance? Le gouvernement français, conclut le livre blanc, ne laissera pas mettre en cause l'objectif fondamental de la sécurité et de l'indépendance du pays. Parmi les arguments invoqués par le gouvernement français pour justifier la poursuite des essais nucléaires, citons-en deux. Premièrement, le nombre et le volume très réduit des expérimentations françaises, 30 tirs aériens sur un total de 392. Deuxièmement, le choix du site sur des atolls particulièrement éloignés et de régions peuplées. Continuons à parler de défense. Au Conseil des ministres, M. Georges Pompidou a réaffirmé ce matin la conclusion qu'il avait tirée de son entretien avec M. Brejnev. La France poursuivra sa politique de défense qu'elle mène dans l'intérêt de la paix et de l'équilibre international. Dans l'arsenal de sa force de dissuasion, en dehors des Mirage 4 et des missiles du plateau d'Albion, la France dispose de 3 sous-marins nucléaires lanceurs de missiles. Cette force navale est maintenant opérationnelle. Le président de la République, qui est le seul à pouvoir appuyer sur le bouton de la force de dissuasion, a reçu à l'Élysée les commandants des sous-marins nucléaires. Voilà, eh bien, messieurs, je suis heureux de cet entretien que nous allons avoir et qui nous permettra de parler un peu à cœur ouvert de ce grand problème de la force de dissuasion et du rôle qu'y jouent les sous-marins nucléaires. Vous portez une énorme responsabilité, n'est-ce pas? Vous avez vraiment ce qu'il y a de plus important. Vous aurez surtout, quand vous aurez tous nos sous-marins, ce qu'il y a de plus important et de plus redoutable, c'est le cas de le dire, dans notre force de dissuasion. C'est cela qui fait notre indépendance, c'est cela qui fait qu'on nous écoute et que nous comptons. Et ceux qui croient le contraire n'y connaissent rien ou font semblant de n'y rien connaître. Il suffit d'avoir un peu vu les hommes qui mènent le monde, et je les vois beaucoup, vous le savez, pour savoir ce que représente le sous-marin nucléaire, en particulier dans le poids d'une nation. Et la force que vous représentez, elle n'est pas simplement dans le matériel, elle est dans les hommes, dans leur morale, dans leur volonté et dans leur sens des responsabilités. Vous transmettrez à vos équipages, à vos officiers, toute ma confiance, je vous prie. Il y a peu de jours, quelque part au sud-ouest du Ratsin, de rares témoins ont pu assister à une démonstration unique. Pour la première fois, et très certainement la dernière, les 3 sous-marins nucléaires français actuellement en service étaient réunis. Un sous-marin nucléaire lanceur de missiles est par définition un bateau très surveillé, car beaucoup de gens ont intérêt à savoir où il se trouve et vers où il se déplace. Pour des raisons de sécurité, les sous-marins nucléaires ne se rencontrent donc jamais, sauf dans des abris fortifiés, à l'abri de tout danger. Or, ce jour-là, le redoutable, le terrible et le foudroyant voguaient pratiquement bord à bord. Rappelons que dans les années à venir, la France disposera de 2 autres sous-marins nucléaires,
l'Indomptable et le Tenant, qui sont actuellement en construction. Chacun de ces sous-marins de plus de 120 mètres de long est armé par un équipage de 125 officiers, officiers mariniers et matelots. À son bord, 16 missiles, dont la tête militaire est une charge nucléaire de près de 500 kilotonnes. À tour de rôle, chacun de ces sous-marins part en patrouille, c'est-à-dire que le plus discrètement possible, en plongée, il va rejoindre une zone d'où il pourrait, si nécessaire, tirer ses missiles. La règle élémentaire d'un sous-marin nucléaire est la discrétion. C'est pourquoi il n'envoie pratiquement jamais d'émissions radio, ne sort que très rarement son périscope et reste en plongée permanente pendant 2 mois. Actuellement, c'est le Redoutable qui est en patrouille, le Terrible a rejoint Brest et le Foudroyant termine ses essais pour être définitivement opérationnel à partir de la fin de l'année. Chaque sous-marin dispose de 2 équipages complets qui se relaient à tour de rôle pour chaque patrouille de 2 mois. Il est bien évident qu'un séjour de 2 mois en plongée dans l'univers confiné qu'est l'intérieur d'un sous-marin n'est pas une vie très agréable. Les équipages sont supérieurement entraînés, mais les problèmes humains ont quand même leur importance. Oui, évidemment, c'est un type de vie un peu particulier que de vivre comme ça pendant 2 mois complètement coupé de l'extérieur, sans pouvoir être en liaison constante avec sa famille. Donc c'est surtout un problème, et on s'aperçoit que les problèmes humains ont énormément d'importance sur ce type de bâtiment. Et ce que l'on demande surtout aux individus, c'est de pouvoir étaler 60 jours dans une atmosphère confinée, tout en continuant à servir correctement leur matériel et à vivre normalement dans des conditions de vie qui sont quand même un petit peu particulières. Est-ce que physiquement, par exemple, ça pose des problèmes? Alors physiquement, non. Par rapport aux sous-marins classiques, la vie est quand même plus facile, on est mieux logé, on a de l'eau, on peut se laver, et puis on peut se déplacer plus facilement. On fait également un gros effort de distraction auquel participe tout l'équipage, officiers mariniers, équipage, et qui permet de meubler le plus agréablement possible les temps libres que nous laisse soit la mission, soit le dépannage du matériel. En quoi ça consiste une patrouille? Qu'est-ce qui se passe depuis le début, disons, jusqu'à la fin? Une patrouille, ça consiste d'abord à partir de Brest, à essayer le matériel que l'on viendra mettre en état, puis ensuite à transiter le plus rapidement possible vers la zone de patrouille, le plus rapidement possible parce que il faut être le plus longtemps possible en zone de patrouille pour effectuer notre mission qui est la dissuasion et y rester le plus longtemps possible. Ensuite, on arrive dans la zone de patrouille et là, il faut être en permanence paré à lancer nos missiles. Alors c'est une vie qui est assez calme, on est à faible vitesse, on fait quelques routes diverses dans des secteurs de patrouille, et quand on entend un bruiteur ou quand il y a une manifestation de vie extérieure, on cherche à s'en couper, à s'en éloigner, parce que finalement le sous-marin nucléaire est assez peu sociable. Quel problème ça vous a posé? De problème matériel, physique, moral? Franchement, ça ne pose aucun problème parce qu'on s'imagine que le sous-marin nucléaire ou sous-marin classique, en fait, c'est dur. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'on ne peut pas respirer. Enfin, disons qu'on ne peut pas respirer comme sur Terre. En fait, c'est totalement faux. La plupart des personnes se font une mauvaise idée. Si vous aviez un enseignement majeur à retirer de cette expérience, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné? C'est le moral, de garder le moral pendant 2 mois. Je ne pensais pas vraiment que l'équipage pouvait garder 2 mois le moral sans vraiment se disputer, enfin avoir de petites anicroches. Et là, il n'y en a pas eu? Il y a quelques petites anicroches, c'est tout à fait normal, mais si tout le monde y met du sien, il n'y a pas de problème. L'exercice est terminé. Plus jamais, probablement, nous ne verrons réunis ensemble les sous-marins nucléaires français. Le Foudroyant poursuit ses essais, le Terrible fait route vers Brest. Quant au Redoutable, il s'apprête à rejoindre sa zone de patrouille, où pendant 2 mois, il sera l'un des éléments primordiaux de notre sécurité et de notre indépendance. Avant de vous quitter, encore une nouvelle à propos des prochains départs en vacances. Un communiqué officiel du Premier ministre sur la limitation des vitesses a été diffusé cet après-midi. Ce communiqué dit notamment
que la vitesse limite pour le dépassement de tous les véhicules circulant à une vitesse proche, circulant à la vitesse de limite, est interdit. Il est donc interdit de dépasser des voitures qui roulent à 100 à l'heure. Mais pour dépasser un véhicule isolé roulant à une vitesse proche de 100 km à l'heure ou de la vitesse limite, si celle-ci est différente, un conducteur pourra, pour le temps nécessaire à la manœuvre, atteindre une vitesse supérieure à la limite fixée. Sa tolérance, qu'admettront les services de police et de gendarmerie, doit faciliter la sécurité et la fluidité du trafic, sans remettre en cause, bien sûr, l'obligation de respecter la limitation de vitesse. Le Premier ministre, en conclusion de ce communiqué qui vient d'être diffusé, espère que l'observation de ces mesures contribuera à contenir le fléau des accidents de